Vanessa et ses invités sur le plateau du débat. Bon débat, Vanessa. Merci Valérie, bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24. Dernière information de la soirée, une roquette tombe à proximité de Tel Aviv sans faire de victimes. C'est ce qu'affirme ce soir la radio militaire israélienne. Et vous voyez ces images, c'était tout à l'heure, donc à Tel Aviv, la capitale économique d'Israël. Ces gens couchés donc au sol. L'attaque a été revendiquée par le djihad islamique. Il s'agit du premier tir de roquette qui vise la capitale économique depuis la guerre du Golfe en 91. Les affrontements entre Israël et le Hamas se poursuivent ce soir. Une opération israélienne, vous le savez, a débuté mercredi avec l'élimination du chef des opérations militaires du Hamas, Ahmad Jabari, en réponse à des tirs de roquettes sur l'État israélien. En 48 heures, 15 Palestiniens sont morts, 150 blessés et 3 Israéliens ont été tués dans le sud d'Israël. Alors, jusqu'où les violences peuvent-elles aller ? Une opération terrestre type plomb durci de l'hiver 2008-2009 peut-elle se reproduire ? Pourquoi cette réplique israélienne maintenant ? Quelles implications régionales ? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités. On en parle avec vous, Michel Benami. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du Likoud en direct de Jérusalem. Julia Salag, bonsoir. Vous êtes enseignant, chercheur à l'université Paris 8, auteur de À la recherche de la Palestine au-delà du mirage d'Oslo. Et c'est aux éditions du Cygne. Avec nous, Gauthier Robinski. Bonsoir, Gauthier. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste à France 24. Et puis, on attend d'une minute à l'autre Pascal Boniface, qui est directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations internationales et stratégiques, auteur de Comprendre le monde, manuel de relations internationales à l'usage des jeunes générations, et c'est aux éditions Armand Collin. On part tout de suite, si vous le voulez bien, à Gaza, où l'on retrouve notre envoyé spécial Gallagher Fenwick. Gallagher, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est ce soir la situation à Gaza ? Se poursuivent. Il y en a eu une série il y a à peine quelques instants qui a retenti très fortement, de fortes déflagrations juste derrière moi. Les roquettes israéliennes palestiniennes continuent également de fuser en direction de l'État hébreu. Ismaël Haniyeh, le Premier ministre du Hamas, le chef du gouvernement du parti islamiste qui gouverne à Gaza, est en train de parler en ce moment. C'est un moment important. C'est la première fois qu'il s'adresse aux Gazaouis depuis donc le début de cette campagne d'assassinat ciblé, de cet assaut aérien mené par Israël. Le Hamas qui revendique à ce stade plusieurs victoires importantes. Selon lui, d'abord, effectivement, ces sirènes qui retentissent à Tel Aviv, ces images très symboliques. Désormais, le Hamas le dit, il peut atteindre avec ses missiles les villes dans le centre d'Israël. Et en cela, c'est un seuil psychologique important qui est atteint. Autre nouvelle, alors là, impossible à confirmer, à prendre avec des pincettes. L'expression est vraiment appropriée, puisqu'il y a quelques instants à peine, il y avait des cris de joie derrière moi, des Palestiniens qui tiraient à la Kalachnikov en l'air, puisqu'ils affirment avoir réussi à toucher un avion de chasse israélien. Alors encore une fois, c'est une information qui a été donnée par le Hamas, qui est impossible à confirmer. Il y en a eu d'autres de ce genre. Certaines se sont avérées être fausses, d'autres vraies, comme celle qui concerne une autre roquette qui a beaucoup fait parler ici à Gaza, celle qui a atteint Rishon LeZion. C'est une banlieue de Tel Aviv qui se situe à peine 10 km de la capitale économique et qui là pour le coup a effectivement touché, a atterri dans un terrain vague près de cette ville et donc sans faire de victimes et de dégâts, mais en tous les cas elle a atterri, elle n'a pas été interceptée cette roquette. Merci beaucoup Gallagher Fenwick en direct de Gaza. Je vous propose maintenant d'écouter Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui a donné cet après-midi une conférence de presse. J'espère que le Hamas et les autres organisations terroristes à Gaza ont reçu le message. Si tel n'était pas le cas, Israël est prêt à prendre toutes les mesures qui s'avéreraient nécessaires pour protéger notre peuple. Voilà, et Gallagher, vous le disiez à l'instant, le chef du gouvernement Hamas à Gaza, Ismaël Haniyeh, donne en ce moment même une conférence de presse. Nous allons voir les images tout de suite en direct. Voilà, on devrait savoir donc dans les minutes qui suivent exactement la teneur du message ce soir de Ismaël Haniyeh. Un peu plus tôt, le Hamas avait indiqué que l'heure n'était pas à la trêve. Je vous propose d'écouter l'un des porte-paroles du mouvement islamiste. Cette bataille que livrent les brigades Al-Qassam et les différentes factions de la résistance palestinienne est en train de transformer la nature de l'affrontement qui nous oppose à la colonisation. Cette bataille mettra fin à l'agression israélienne.
Michel Benami en direct de Jérusalem. Une roquette est tombée ce soir sur la capitale économique Tel Aviv. Apparemment, un avion de chasse israélien aurait été touché. Peut-être que vous en savez un peu plus. Vous nous le direz dans un instant. Est-ce que l'opération israélienne sur Gaza va se poursuivre, Michel Benami ? C'est une possibilité. Il faut comprendre qu'Israël est en guerre contre un groupe de terroristes que vous appelez le Hamas, qui a pris par la force des armes le pouvoir à Gaza. N'oublions pas. Des populations s'entretuent entre eux dans le Moyen-Orient, que ce soit en Syrie, à Gaza, Israël, comme les pays occidentaux ne se mêlent pas. On peut peiner les morts des civils, on a du mal à voir les images quand Assad massacre son propre peuple, mais on ne se mêle pas, parce que le Moyen-Orient est une région explosive. Maintenant, quand des voisins décident de nous condamner et de nous attaquer matin, midi et soir, le gouvernement israélien est obligé, face à son peuple, d'assurer la moindre sécurité des civils, des citoyens israéliens. C'est pour ça qu'à un moment ou à un autre, Israël réagit. Tout peuple, tout pays souverain aurait fait la même chose, voire plus. Maintenant, si mais le Hamas... Monsieur Benami, réagir, en l'occurrence, le chef des opérations militaires du Hamas a été éliminé. Comment comprendre cette élimination, alors qu'on sait que Monsieur Jabari était quand même un interlocuteur aussi pour Israël? C'est lui qui a permis notamment la mise en place de cette trêve, c'est lui qui a permis les négociations au moment de la libération de Gilad Shalit. Alors pourquoi cette élimination ? On peut voir ça de cette façon. On peut voir aussi qu'Ahmed Jabari, c'est lui qui a pris Gilad Shalit. C'est lui qui a mis Gilad Shalit dans des souterrains pendant 6 ou 7 ans. Et Ahmed Jabari est un terroriste qui a tué des dizaines d'Israéliens par ses propres mains. Ahmed Jabari, c'est un terroriste qu'il fallait trouver et trouver sa mort aussi. Parmi Ahmed Jabari et le terrorisme au Hamas, je pense qu'il faut aider peut-être l'autorité palestinienne à retrouver son pouvoir à Gaza et à enlever tout ce groupe terroriste qui est fourni par des armes provenant de l'Iran et qui atterrissent par des centaines et des milliers de missiles aujourd'hui sur nos villes et nos citoyens. Imaginez juste pour l'été prochain si ces missiles seront atomiques. On vit dans un territoire, dans une région qui est très explosive. On essaye de faire un maximum. On est un pays qui a permis pendant plus de 2 ans de recevoir des missiles, des roquettes sur nos villes au sud du pays, et on a essayé de fermer les yeux parce que la région, cet hiver, vous avez appelé ça l'automne ou le printemps arabe, c'est un printemps, c'est une nouvelle ère qui nous a ramené des pluies de missiles. On va en parler, Michel Benami, du changement de donne régionale et aujourd'hui, quelle implication pour Israël un peu plus tard. Julien Salin, qu'est-ce que vous répondez à Michel Benami lorsqu'il dit finalement Israël a le droit de se défendre? Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'il y a des roquettes qui tombent sur le sud du territoire israélien et qu'Israël a le droit de se défendre. Je trouve que M. Benami n'est pas très convaincant, mais je pense que c'est parce qu'il est lui-même pas très convaincu de ce qu'il dit. Parce que tout simplement, si le but de l'opération est de protéger la population israélienne du sud d'Israël, c'est raté. Parce que ce matin, il y a eu 3 morts et que c'est la première fois depuis 1 an que des roquettes palestiniennes tuent des citoyens israéliens. C'est-à-dire que l'opération a été déclenchée dans un contexte de remontée des tensions entre Gaza et Israël. Mais je rappelle quand même qu'avant que Jabari soit assassiné, on a eu dans les 6 jours qui ont précédé 8 morts côté palestinien et effectivement une remontée du nombre de roquettes tirées. La situation concrète aujourd'hui, c'est qu'Israël a fait le choix d'éliminer un dirigeant du Hamas, qui effectivement avait joué un rôle d'interlocuteur, un rôle de négociateur, qui, on l'a appris cet après-midi dans le Haaretz, était même parvenu à arracher une proposition de trêve sous supervision de l'Égypte. Et en assassinant Jabari, l'État d'Israël sait parfaitement ce qu'il fait. Il va chercher une riposte du Hamas, il va provoquer le Hamas sur son terrain et le résultat, on l'a aujourd'hui. Effectivement, des roquettes arrivent jusqu'à Tel Aviv et 3 Israéliens sont morts ce matin. Et moi, je reprends les mots de plusieurs personnes qui ont été interviewées aujourd'hui en Israël et je pense notamment à Gershon Baskin qui était médiateur dans la libération de Shalit. Pour lui, la responsabilité des morts, y compris côté israélien, repose sur les épaules du gouvernement Netanyahou. Et on voit ici donc l'élimination de Ahmed Jabari qui a été filmée donc par, si on peut revoir les images, par l'armée israélienne et qui a été postée sur le site YouTube. Si on peut revoir les images, merci.
Merci. Pascal Boniface, est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui d'escalade? Est-ce qu'on peut revivre l'opération Plomb durci de l'hiver 2008-2009? C'est deux choses différentes. L'escalade, on y est déjà. On y est déjà puisque le nombre de morts est quand même extrêmement important et qu'on n'est plus dans l'escarmouche ou des roquettes qui font des dégâts matériels, mais pas de morts. Il y a des morts, il y a des morts des deux côtés et les paroles des uns des autres laissent à penser qu'il n'y aura pas un cessez-le-feu cette nuit et qu'il va y avoir certainement encore une augmentation. Est-ce que cette escalade ira jusqu'à l'opération, jusqu'à l'équivalent de l'opération Plomb durci, ce qui implique, comme à Gaza il y a 4 ans, qui impliquerait en plus un déploiement terrestre, une intervention terrestre israélienne? Pour le moment, cela semble ne pas être le scénario principal, mais ceci étant, entre ce sommet de la violence et ce qui se passe aujourd'hui, il y a encore de l'espace pour de nouveau, et là, visiblement, aucun des deux protagonistes ne veut laisser à l'autre le dernier mot, donc il y a une volonté de vengeance de chacun, il y a aussi un agenda politique pour chaque camp, puisque le 29 novembre, l'Assemblée générale de l'ONU doit s'exprimer sur la reconnaissance comme État non membre de la Palestine, qu'il y a les élections en Israël en janvier, et qu'on connaît trop bien ce scénario avec une communauté internationale qui prêche la modération sans rien faire du tout et donc qui montre quand même une très grande inefficacité pour rester dans un sous-entendu parce que c'est presque de la lâcheté à ce moment-là. Les pays arabes qui soutiennent le Hamas et Gaza, les États-Unis qui soutiennent Israël et l'Europe qui dit essayer de faire la paix mais sans rien faire de concret. Donc on peut s'attendre encore malheureusement à un nombre de morts plus important dans les jours qui viennent. Gauthier Rybinski, sur le procédé des assassinats ciblés que pratique Israël depuis de nombreuses années, finalement, ce que dit Israël et ce que disait Michel Benami tout à l'heure, c'est pour lutter contre le terrorisme, c'est pour la sécurité d'Israël, mais on voit qu'aujourd'hui, après l'élimination d'un membre du Hamas, eh bien, un tir de roquette a visé Tel Aviv. Donc on ne peut pas dire que la sécurité d'Israël soit assurée. Est-ce que ça ne se retourne pas au final contre Israël? Si on veut parler de manière cynique, on peut dire que c'est effectivement la limite de ce procédé des assassinats ciblés. Parce que peut faire un candidat, et vous avez rappelé le calendrier électoral, notamment israélien, que peut faire un candidat comme Benjamin Netanyahou, si ce n'est à la fois provoquer le Hamas, mais ne pas aller trop loin pour que ça ne se retourne pas contre lui. On a eu des précédents dans l'histoire où, par exemple, en 1996, Shimon Peres avait lancé une opération au Liban, persuadé que la stature qu'il avait et les muscles qu'il montrait les liraient sans difficulté, et ça s'est retourné au profit de Netanyahou, de l'opposition, précisément parce que la chose n'a pas fonctionné comme elle devait fonctionner. Et là, on est un petit peu dans ce scénario, dans la mesure où des roquettes tombent sur Israël, voire donc dans des coins d'Israël qui jusqu'à présent étaient plus ou moins préservés, on va dire, par ce genre d'attaque. Et là, il est évident que la marge de manœuvre du Premier ministre Netanyahou dans cette période électorale est extrêmement réduite. C'est la raison pour laquelle je ne pense pas, moi, qu'on aille vers quelque chose de plus dur. Maintenant, les déclarations aussi parfois sont faites pour endurcir les actes et pour les rendre véritables et avérés. Par rapport à ce que vous disiez, effectivement, Peres et l'opération en 96, c'était juste après l'assassinat de Rabin. Peres avait pris la suite. On est encore dans une période où on pouvait espérer que la paix arrive et Peres a toujours été considéré comme trop mou. Et donc, il a voulu montrer sa force et du coup, il a laissé la place à Netanyahou. Même chose lors de l'opération Plomb durci, puisque le parti Kadima veut réagir aux tirs de roquettes parce que les élections arrivent. Il veut manger l'espace politique de Netanyahou, mais du coup, quitte à avoir une politique de force, les acteurs israéliens sont allés vers le plus dur. Sauf que là, il n'y a pas plus à droite que Netanyahou. Et donc, il n'y a pas d'alternative. Donc, Netanyahou se lance avec moins de risques, finalement, dans son propre intérêt électoral, dans une position de force, parce qu'au contraire, l'opposition est obligée de le suivre en disant que oui, c'est la seule réponse, le terrorisme, etc. Et il sait que, contrairement aux deux autres cas précédents où des opérations militaires ont été entamées sur fond de perspective électorale, comme il n'y a pas plus faucon, plus dur que lui comme option, comme Premier ministre, il y a plus dur dans son gouvernement, comme Lieberman. Mais comme possible Premier ministre, il n'y a pas plus dur. Donc il se dit que finalement, c'est mieux pour lui d'aller comme ça. Alors justement, Michel Benami, je voudrais que vous réagissiez à ce que viennent de dire Gauthier Rybinski et Pascal Boniface. Est-ce que finalement, ça arrange cette opération? Parce qu'il y a toujours une question de timing et sans doute que ce type d'opérations ne sont pas décidées au hasard. Le fait qu'il y ait une échéance électorale pour Benyamin Netanyahou, qu'il détourne peut-être aussi son opinion publique des problèmes économiques et sociaux aujourd'hui en Israël, pour la consolider autour de cette opération
l'opération. Et est-ce que ce n'est pas aussi une manière de torpiller le projet de Mahmoud Abbas, qui veut donc faire reconnaître la Palestine comme membre non permanent, c'est ça, État non membre, pardonnez-moi, à l'ONU? Pour le peu que j'arrive à entendre de Jérusalem, je ne sais pas où est la fin, à quel moment le cynisme, on dirait, politique n'a pas de fin. J'ai entendu que cette guerre peut provenir des intérêts politiques en Israël ou parce qu'on a des élections proches en Israël. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Au contraire, en Israël, toute l'opposition, tous les partis qui se proposent aux élections en Israël sont pour. Au contraire, ils ont poussé Netanyahou à arrêter de fermer les yeux et de faire quelque chose face à ces attaques qui sans cesse qui proviennent de Gaza. Donc je ne sais même pas comment réagir face à ce cynisme qui a été dit pendant le débat. Par rapport à Mahmoud Abbas, j'espère qu'il se réveillera avant d'arriver à l'ONU et qu'il arrive à comprendre que toute chose qu'il fera d'un seul côté détruit tout ce qui a été construit avec les Israéliens depuis Oslo. Si Mahmoud Abbas décide qu'il est seul dans l'image, Israël aussi va arrêter de reconnaître les accords d'Oslo et va faire ce qui est bien pour Israël, qui est le mur, et décider tout seul quelles sont les frontières d'Israël, sans s'asseoir avec le côté palestinien. J'espère quand même que les Américains, qui vont rencontrer Mahmoud Abbas, qui lui feront changer d'avis. On va en reparler de Mahmoud Abbas qui a réagi, on l'entendra dans la deuxième partie du débat. En tout cas, les Palestiniens du Fatah, de l'OLP, qui se font très discrets. D'ailleurs, on a essayé d'en inviter ce soir sur le plateau et c'était relativement difficile d'en trouver. D'ailleurs, nous n'en avons pas trouvé. Alors qu'on sait que les Israéliens, eux, on les voit sur tous les plateaux de télévision, sur toutes les chaînes de télévision et eux, ils communiquent. Alors pourquoi justement l'autorité palestinienne ne communique pas plus? Quelle est aujourd'hui la position de Mahmoud Abbas? On en parle dans la deuxième partie du débat. À tout de suite.